Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour partage avec la principauté de Monaco son amour pour la mer, celle qui en fait sa richesse et son pouvoir d'attractivité aussi. Armateur de tradition familiale, industriel de la croisière, par goût de l'entreprise, aujourd'hui, il s'épanouit pleinement à la tête de la société d'exploitation des ports de Monaco. Question d'équilibre peut-être entre toutes ses passions. C'est en tout cas ce qu'on va lui demander. Bonjour, Aleko Keoseoglou. Bonjour. Quand on préparait ce petit moment, je me suis dit, le plus important peut-être, c'est qu'Aleko nous dise, et j'espère que tu accepteras de nous le dire, ce qui est le plus fort quand on est lié comme ça à la mer comme toi. Est-ce que c'est par tradition familiale, par origine, par goût? C'est quoi l'argument le plus fort qui te lie à la mer? Alors, je pense qu'il y a un peu un mélange de choses. Premièrement, par origine, puisque je suis d'origine moitié grecque. Et bien que l'autre moitié de ma mère, qui était moitié italienne, moitié autrichienne, elle est née sur une île aussi, donc la mer était très importante. Le fait que depuis ma très jeune âge, je vivais la moitié de mon temps sur des bateaux, et qui m'a fait apprécier la beauté de la mer et la beauté d'être sur un bateau. Et donc tout ça a évolué, ça s'est agrandi avec les années. Parce qu'on dit souvent que les Grecs, pour eux, la mer, c'est comme pour nous la campagne. Hein. C'est leur environnement direct. Absolument. Ils vivent sur les bateaux comme nous, on vit sur la terre en fait. Absolument. Alors, né en Grèce ou pas? Non, né en Suisse, puisque pour des raisons, je dirais entre guillemets politiques, puisqu'à l'époque on vivait en Italie, ouais. Et c'était encore l'époque de la guerre froide. Donc il y avait toujours cette crainte, cette peur du communisme qui puisse envahir l'Europe. Et mes parents avaient décidé de me faire naître en Suisse, puisque quand tu nais en Suisse et tu passes tes années avant 18 ans en Suisse, ça compte double vers ton passeport. Donc c'était une facilité pour peut-être un jour avoir le passeport suisse. Après, ça s'est pas fait. Parce que sinon, ton passeport, c'était italien ou grec? Grec. Parce que le passeport grec, c'est un passeport, on dit une famille d'armateurs. Alors, armateur, c'est ton père qui était armateur de métier? Alors, mon père était armateur. Mon père est considéré un peu le pionnier de l'industrie de la croisière. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il était à la tête d'une compagnie de bateaux qui était basée en Grèce, mais qui avait des bureaux en Italie, qui s'appelait Home Lines, et qui faisait de services transatlantiques entre l'Europe et l'Amérique, et l'Europe et l'Australie. Ça existait, ça, l'Europe et l'Australie? Bien sûr. Mais on mettait combien de temps? On mettait 3 semaines pour y arriver. Donc c'était des vrais... Enfin, je vais te dire une banalité, mais parce que évidemment qu'on imagine que ces paquebots, c'était des hôtels comme ça l'est aujourd'hui, les bateaux de croisière. C'était des paquebots comme le France était à l'époque. C'était les prédécesseurs du France. Disons, le France est venu un peu plus tard, mais c'était les prédécesseurs du France. Grand comme ça? Grand comme ça. Grand et rapide. Grand et rapide. Avec première classe, deuxième classe, troisième classe. Avec etc. les ponts... Absolument. Donc ça, ce sont les ancêtres de ceux qui viennent aujourd'hui et qu'on voit devant Monaco. C'est comme ça que la croisière est née, et c'est beaucoup grâce à mon père, car à l'époque, quand les premiers jets sont arrivés et ont commencé à voler entre l'Europe et les États-Unis, ces bateaux, ce moyen de transport commençait à devenir un peu obsolète. Et donc mon père a dit, on a ces bateaux, il faut en faire quelque chose, on va les transformer en lieux de vacances. Et c'est de là où il a commencé à offrir des itinéraires de vacances aux clients américains. D'abord, il a commencé par... Qui ont mordu tout de suite, d'ailleurs, les Américains. Qui ont mordu tout de suite, parce qu'il faisait des croisières de la Floride aux Caraïbes. Ouais. Et puis, il a inventé la ligne New York-Bermuda, qui a eu beaucoup de succès tout de suite. Donc, Homeline s'est transformé dans une compagnie de croisière vraiment de tourisme. Et puis après, il a quitté Homelines, il a commencé sa propre société qui s'appelait Sunlines. Homelines, c'était pas à lui? C'était pas à lui.
C'était pas à lui, ça appartenait à un monsieur grec, monsieur Evienides, qui était le meilleur ami du père de mon père. Et le père de mon père avait fait promettre à monsieur Evienides que si jamais il lui arrivait quelque chose, il s'occuperait de son fils, de mon père. Et bien sûr, mon grand-père, il est mort quand mon père avait 14 ans. Et donc, M. Evienides là, a aidé mon père pour lui faire des études. Ah non, après qu'il s'est gradué de l'université d'Athènes, il l'a envoyé en Suède pour apprendre le shipping. Et après, il l'a rapatrié en Grèce et l'a mis à la tête de Homelines. Ce qui est quand même incroyable, c'est que là, en 3 phrases, tu nous as dit que les Grecs sont des gens solidaires, qu'un armateur ou enfin quelqu'un, c'est pas une tradition, ça s'apprend. Il y a une vraie... Et que surtout, ce sont ces gens-là qui ont inventé la croisière dont on a tous dans la tête que ça vient plutôt des Américains, alors qu'en fait, non. En fait, non. Et ben voilà, on a déjà appris plein de choses. Donc, on reprend. Tu es né en Suisse, tu me dis que tu fais une partie de ta vie en Suisse. Non, je suis juste allé... Ma mère a juste fait l'aller-retour. Juste l'aller-retour. Juste l'aller-retour. À l'époque, on habitait en Italie. À Genève ou... À Genova. Elle est allée à Lausanne pour me faire naître. À Lausanne. Mais vous habitez Gênes. On habitait Gênes. Et je suis resté à Gênes jusqu'à l'âge de 12 ans, 1972, puisque à l'époque, malheureusement, il y avait un groupe un peu terrorisme en Italie qui s'appelait les Brigades Rouges. Les Brigades Rouges, ouais. Et les Brigades Rouges enlevaient des personnes physiques pour avoir des rançons pour financer leurs activités. Et on avait trouvé un gros groupe de Brigades Rouges à Gênes. Ouais, à Gênes, ouais. Et mon père a dit, écoutez, moi j'adore l'Italie, mais je ne suis pas italien, c'est pas mon pays, je choisis la sécurité, et donc c'est pour ça qu'on est venu à Monaco, pour une raison de sécurité. Et on est parti à Monaco en 2 semaines. 2 semaines, ouais. Ah oui, parce que ce genre de décision, quand ça se prend, ça se prend. Hein. Et du coup, tu arrives et tu rejoins le lycée Albert Ier. Absolument. Tu fais toute ta scolarité et tu passes ton bac. Non, je fais 4e, 3e, seconde, et puis mes parents décident de m'envoyer à l'internat en Suisse. Ah. Aussi parce que voyager encore beaucoup à cause du business. Et donc je fais première et terminale en Suisse et je passe ma maturité suisse en Suisse. Bon, mais le lycée Albert Ier, quand même, c'est un moment parce que extraordinaire. 4e, 3e, seconde, ce sont des années, pour nous tous, très importantes. Sont des années qui marquent. J'ai des souvenirs merveilleux, j'ai rencontré énormément d'amis que je vois encore. Donc, ouais. Et oui, parce que ce que j'allais te poser comme question, c'est quand on a une enfance et une adolescence comme ça, hein, qui est un peu partagée entre plusieurs endroits, avec des parents qui ont des origines différentes, avec donc des influences différentes, où est-ce qu'on se sent, où est-ce qu'on se fixe ? C'est une très bonne question. Pendant très longtemps, c'est une question qui m'est tournée dans la tête, dans le sens où est-ce que sont mes origines ? C'est ça. Et pendant un certain temps, j'avais du mal, parce que je me sentais grec, mais j'habitais à Monaco, j'adorais Monaco, et puis l'Italie me manquait aussi un peu. Donc, c'était un peu la difficile. base de ton éducation, elle est italienne, en fait. À la base, éducation hors de la famille, peut-être, tout mais à fait. en tout cas... Ma première langue, c'est l'italien. Ta première langue, c'est l'italien. En famille, on parlait italien. Tu parles grec aussi ou pas ? Je parle grec, mais je l'ai appris beaucoup plus tard. D'accord. Je l'ai appris beaucoup plus tard. Parce que moi, je me suis laissé dire que les papas grecs aiment bien que leurs enfants parlent grec. Oui, sauf que mon père, qui était très doué pour les langues, il parlait 6 langues. Donc, lui, il a appris l'italien en 6 mois. Toi, pas 6, mais pas mal quand même. Hein. Mais lui, il a appris l'italien en 6 mois, alors que ma mère n'a pas appris un mot de grec. Donc, on parlait italien à la maison. On parlait italien à la maison. Donc, tu dis que pendant un moment, quand même, tu t'es posé cette question. Je me suis posé cette question. Et je dois dire, quand je suis rentré à Monaco après... j'avais 39 ans, 40 ans, et quand je suis rentré pour toujours, c'est là où je me suis dit non, je rentre à Monaco parce que Monaco, c'est chez toi. C'est chez moi. C'est chez moi, et je me sens chez moi, c'est mon pays maintenant. Tu as des enfants qui sont nés ici ? J'ai 2 enfants qui sont nés ici. 2 enfants qui sont nés ici. Ma grande fille, mon fils, ma fille moyenne, elle est née à Paris. Parce que je dis ça parce que ça compte aussi. Quand on dit chez soi, c'est soit parce que c'est la terre de ses parents, soit c'est parce que c'est l'endroit où sont nés les enfants. Il y a toujours un moment où c'est les générations qui nous entourent qui décident aussi un peu de ça. C'est ça.
Et quand tu dis on a pris cette décision, on est venu en 2 semaines, donc ton père, qui travaillait, qui n'avait pas besoin de travailler à l'endroit où il était, en fait, il s'installe à Monaco, enfin tes parents s'installent à Monaco, tu dis qu'ils continuent à voyager beaucoup pour le business, mais est-ce qu'ils ont eu le temps de s'implanter dans la vie sociale ici à Monaco ou pas ? Oui, malgré qu'ils voyageaient beaucoup, ils rentraient toujours avec une grande joie à Monaco. Ils se sont fait beaucoup d'amis à Monaco. Ils adoraient être ici. C'est vrai qu'en été, ils étaient très souvent en Grèce, en hiver aux États-Unis, mais à toute occasion qu'ils pouvaient, ils rentraient à Monaco parce qu'ils se sentaient très bien ici. Parce qu'il y a une anecdote que tu vas me confirmer ou pas, mais il y a une anecdote. On dit que le port de Monaco aujourd'hui, l'allure du port de Monaco d'aujourd'hui, avec sa digue qui avance, comme ça, la digue semi-flottante qui a été construite devant les anciennes digues qui fermaient le port, on dit qu'elle est quand même liée à ton papa. C'est pas faux. C'est pas faux parce que à l'époque, il y avait des liens d'amitié entre mon père et le prince Régnier. Et le prince Régnier, qui était de nature, comme tu le sais, extrêmement curieux, posait toujours beaucoup de questions à mon père sur l'industrie de la croisière, sur les bateaux de croisière, et il était très curieux. Parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas du tout à Monaco. Hein. Très peu. Très peu. Et les seuls qui venaient, c'était les tout petits bateaux, et il fallait vider le quai des États-Unis pour qu'ils puissent s'amarrer au quai des États-Unis. Et donc, dans un déjeuner en haut, dans notre maison à la Turbie, je me rappelle très bien que le prince Régnier avait demandé à mon père, mais qu'est-ce que je dois faire à Monaco pour attirer plus de bateaux de croisière ? Et mon père, bien sûr, lui avait dit, Monseigneur, la première chose à faire, c'est avoir un endroit où ils peuvent s'amarrer, donc une digue. Mais le prince Régnier a été beaucoup plus intelligent et beaucoup plus visionnaire, puisque après l'idée a évolué dans sa tête, et c'est comme ça que Monaco a conçu cet ouvrage incroyable, la digue semi-flottante, mais dont le but principal n'est pas d'accueillir des bateaux de croisière, mais de protéger le port Hercule des vents dominants de l'Est. Des vents d'Est, ouais. Et c'est ça qui a permis l'explosion du yachting à Monaco. Après, les effets collatéraux sont qu'on peut aussi accepter les bateaux de croisière, et c'est pour ça que c'est des effets collatéraux positifs quand même, parce positif. que la pour croisière moi, très positif, voilà. très positif. On va juste Après, faire oui, justement, il y a beaucoup de choses qu'il faut expliquer aux gens, et on essaye de le faire continuellement, c'est ça. Parce que des gens ont un peu des a priori sur la croisière, mais c'est extrêmement positif pour Monaco. Bon, déjà financièrement, enfin économiquement, moi je dis financièrement, mais économiquement, c'est un atout d'avoir des croisières à Monaco. Alors, c'est un grand atout. Nous avons fait, en tant que port de Monaco, nous avions déjà fait 2 études pour essayer de comprendre les effets induits financiers de la croisière à Monaco. Et les 2 études nous montrent que c'est quand même... Enfin, après, ces études-là, il faut toujours les prendre avec un grain de sel, parce que mais ça te donne quand même une idée de ce que ça peut être. Et il y a quand même un induit à Monaco qui varie entre 40 et 60 millions d'euros par an pour la principauté. De argent qui est dépensé par les croisiéristes à Monaco. Alors, il faut vraiment faire une distinction. Les gens, la population monégasque, parfois a tendance à critiquer un peu quand ils voient ces foules qui sont derrière un digue avec un panneau et qui se baladent dans Monaco. Mon Dieu, pourquoi il y a tous ces gens à Monaco, etc. Alors, il faut bien comprendre que ces passagers-là ne viennent pas des bateaux qui sont à Monaco. C'est à Monaco, oui. Et c'est des passagers qui viennent des bateaux qui sont à Villefranche. Une des grandes sources de revenus pour un bateau de croisière, c'est les excursions. Donc, les gros bateaux de masse vont à Villefranche et vendent l'excursion à Monaco. Parce que amarrer à Villefranche, enfin, accoster à Villefranche, c'est moins cher ou c'est moins difficile qu'accoster à Monaco, c'est ça ? D'abord, aller à Villefranche, c'est plus facile en termes de logistique, parce qu'il y a moins de bateaux qui vont à Villefranche. Et puis, ils y vont pour pouvoir vendre l'excursion Monaco. Si tu t'amarres au large de Monaco, tu peux pas vendre une excursion Monaco, c'est très difficile. Et comme la plupart de nos bateaux, le 95% de nos bateaux, c'est des bateaux de haut de gamme et de grand luxe, les passagers qui viennent ici, avec les bateaux qui viennent pas en excursion. Ils vont pas en excursion. Ils se baladent individuellement dans Monaco et ils vont dépenser soit dans le Carré d'Or. Et donc on les voit pas. Enfin, on les voit pas, on ne les remarque pas. Et une grande partie des passagers, il y a une trentaine de % de nos escales qui sont ce qu'on appelle des escales de turnaround, donc où la croisière commence à Monaco et se termine à Monaco.
Et là, les compagnies de croisière organisent des pre- and post-cruise packages, c'est-à-dire des packages où ils font arriver les passagers 2 jours avant. Donc les passagers restent à Monaco, ils sont dans des hôtels à Monaco, des hôtels de luxe, ils consomment à Monaco pendant 2 jours, et après ils s'embarquent sur la croisière. Et pareil pour ceux qui débarquent. Ah oui. Tu nous pardonneras, je pense, à tous ceux qui, comme moi, sont un peu ignorants, mais on n'a pas l'image de la croisière forcément, celle que tu décris. On a plutôt l'image de celle de Villefranche que de celle de Monaco. Absolument. On a malheureusement l'image que des énormes paquebots de masse qui peuvent, l'image de la pollution, donc qui peuvent causer des problèmes de pollution. Alors, en défense de l'industrie de la croisière est probablement une des celles qui fait le plus d'efforts aujourd'hui pour limiter l'impact de la pollution et pour se transformer et pouvoir opérer avec des carburants de plus en plus verts, de plus en plus c'est important, moins polluants. Ouais, c'est important ce que tu dis, parce que tu parlais du développement et de l'explosion du yachting à Monaco. Ça aussi, ça fait partie des interrogations beaucoup. C'est de se dire, le yachting qui est censé, comme les croisières, être une industrie, enfin pas une industrie, mais en tout cas une activité polluante, très polluante. Et on a l'impression, mais peut-être tu vas me confirmer ou pas, on a l'impression que c'est en tout cas un secteur d'activité qui se préoccupe beaucoup de sa transformation. Absolument. Et c'est un secteur qui est en pleine évolution. Les mêmes préoccupations que les paquebots de croisière ont, les super yachts et les grands yachts l'ont aussi. Et c'est pour ça que toute l'industrie, à partir des designers, à partir des architectes navaux, à partir des chantiers, se préoccupe de comment pouvoir se développer dans une industrie beaucoup plus verte et moins polluante. Et nous, bien sûr, en tant que port, on fait tout ce qu'on peut pour accompagner ce mouvement. Parce que j'imagine que si eux se transforment, il faut que les infrastructures qui les accueillent soient transformées aussi. Exactement. C'est pour ça qu'on a conduit... Alors, je pose la question benoîtement, mais c'est pour ça qu'on a conduit des transformations sur le port, déjà. Enfin, le port, pardon, parce qu'il n'y a pas qu'un port à Monaco, je sais. Mais celui qu'on regarde le plus, il a quand même eu beaucoup de transformations, déjà. Beaucoup de transformations qui ont pris beaucoup de temps, parce que, naturellement, pour faire les travaux, il fallait les faire tranche par tranche, petit à petit. Donc, bien sûr, ça Monaco, a pris du temps. toujours. On connaît les travaux par tranche. Toujours. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout. Sauf la digue, donc on parlera peut-être un peu plus tard. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité, dans les 2 ports de Monaco, Hercule et Fontvieille, et bien sûr dans notre 3e port de Vintimille, pour que tous les bateaux soient toujours branchés électriquement et qu'ils ne doivent pas tourner sur générateur. Oui, parce que c'est ça qui pollue. Hein. C'est cette fumée noire qu'on voit quand les bateaux sont amarrés et qui sont obligés, pour fonctionner eux, c'est-à-dire les installations qu'ils abritent, les chambres, la clim, etc., ils sont obligés d'être... Absolument. Et comme les bateaux sont devenus de plus en plus grands, petit à petit, on a dû aussi adapter la puissance électrique. Et là, on a eu un énorme travail qui a été fait entre nos équipes et les équipes de la SMEC, qui ont été formidables, pour amener la puissance nécessaire partout sur le port pour que les bateaux puissent se brancher. Alors tu disais, à part la digue... À part la digue, puisque à la digue, aujourd'hui, il y a eu déjà un gros investissement qui a été fait par le gouvernement, par les travaux publics, pour pouvoir accepter... Nous avons arrêté les croisières à partir du 15 octobre ou fin octobre jusqu'au 15 mars, pour permettre pendant cette période d'accepter un méga yacht à la digue. Parce que quand on parle de méga yacht, on parle de yacht de 140, 150, 160 mètres. Mais il n'était pas question d'avoir un bateau pareil à la digue tournant avec générateur. Donc on a électrifié la digue pour accepter un bateau de cette taille. Donc ça, c'est pour un méga yacht. C'est pas nécessairement la même chose pour des bateaux de croisière. Moi, mon rêve, mon but serait dans 5-6 ans, 7 peut-être, et ça on parle beaucoup avec le gouvernement, avec les travaux publics, de voir si on peut trouver un moyen d'électrifier la digue aussi pour des bateaux de croisière, pour que on puisse accepter à la digue que des bateaux qui puissent se brancher. Aujourd'hui, on est une destination incontournable dans le marketing d'une compagnie de croisière. Monaco est un atout énorme d'avoir Monaco sur son itinéraire. Donc aujourd'hui, on n'était pas il y a 6, 7, 8 ans, mais aujourd'hui on est dans une position de force où on peut dire
nous n'acceptons pas de bateaux qui ne peuvent pas se brancher électriquement. Tu veux dire que ça s'est inversé. Aujourd'hui, c'est pas nous qui leur demandons, c'est eux qui nous demandent, c'est ça? Exactement. Bon, c'est déjà... Exactement. Parce que quand toi, tu arrives à la direction des ports, c'est quoi ta feuille de route? Alors, la feuille de route que m'avait donné le prince Régnier à l'époque, c'était bien sûr de développer le yachting à Monaco, développer aussi la croisière et avoir un port qui soit absolument transparent avec des procédures bien transparentes où tous les prix sont transparents et que tout le monde... Oui, parce que ça, il y a beaucoup de gens, ceux qui n'ont pas de bateau, ne savent pas qu'on paye les anneaux. Absolument. Alors, on les paye à l'année quand on a son bateau, et puis on les paye à la journée, à la journée, je caricature, mais quand on veut venir 3 mois, 3 jours, etc., on paye son parking. On paye son parking. Aujourd'hui, entre les deux ports, on a 1050 anneaux. La plupart, à peu près de mémoire, 650 ou 690 anneaux qu'on peut louer à l'année. Ça, c'est que pour des bateaux ayant drapeau monégasque. D'accord. Et c'est plutôt des petits bateaux, des bateaux en dessous de 16 mètres, pour lesquels on peut offrir un contrat annuel. D'accord. Pour tout ce qui est au-delà de ça, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas assez de place. Je te donne un chiffre que tu vas comprendre tout de suite. On a, dans le Haut-Port Hercule, 35 places pour des bateaux de plus de... une quarantaine de places pour des bateaux de plus de 35 mètres. Oui. Sur ces 40 places, on jongle à l'année 160 bateaux. 160 bateaux qui ne sont pas des bateaux qui viennent de l'extérieur, c'est des bateaux qui appartiennent à des résidents monégasques. Et qui tournent, en fait. Et qui doivent constamment tourner pour pouvoir rester. Et pour essayer de satisfaire tout le monde. Alors, une des raisons principales pour laquelle on a acheté le port de Vintimille, c'est bien ça, c'est qu'on a plus de place. On n'a plus de place, et pour une raison d'attractivité, ne serait-ce que ça, il était important de pouvoir offrir des places supplémentaires. Oui, parce que là, en t'écoutant, je me dis... Au-delà de ça, il y a, ça dépend comment tu les mets. Ils peuvent plus manœuvrer, ils peuvent plus bouger. Enfin, je veux dire, moi, je parle comme ça. Si j'ai un bateau de 80 mètres, je veux être sur le T central à Monaco pour les 4 jours ou les 10 jours que je suis là. Donc, j'attends de pouvoir le faire. Et là, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu bouges les autres? Et dans ces cas-là, ça a pris un peu de temps, mais on a aujourd'hui un très bon rapport, soit avec les capitaines des gros bateaux, soit même avec leurs propriétaires. Et on sait plus ou moins leurs itinéraires. On sait quand ils bougent, on sait quand ils partent en croisière, quand ils partent en chantier, etc. etc. Et c'est qu'en ayant ce dialogue permanent qu'on peut, après, caser quelqu'un qui veut se... Alors du coup, ça veut dire que les ports de Monaco, c'est des ports d'habitués. C'est des ports d'habitués. C'est que en été, quand la plupart de nos habitués s'en vont en croisière, etc., que là, on peut accepter des bateaux qui viennent de l'extérieur, typiquement des bateaux en charter, qui viennent passer 3-4 jours à Monaco. Et aujourd'hui, tu dirais que les ports de Monaco sont en bonne santé ? Les ports de Monaco sont en très bonne santé, d'abord en très bonne santé physique, puisqu'on a fait pour l'instant tout ce qu'il fallait faire et on fait des travaux d'entretien constants partout, donc tout est en très bon mode de fonctionnement. On est dans une très bonne santé financière, puisque on dégage pas mal de bénéfices pour l'État. Oui, alors ça, il faut que tu nous expliques. Tu dis on dégage beaucoup de bénéfices pour l'État. Évidemment, on imagine tous que le port appartient à l'État, c'est ça ? Tout à fait. Donc ce que toi tu diriges, c'est une société d'exploitation. C'est une société d'exploitation, c'est une SAM, c'est une société anonyme monégasque qui est détenue 100% par le gouvernement. D'accord. Et donc tous les bénéfices qu'on fait sont remontés à l'État via une redevance. C'est votre seul actionnaire ? C'est notre seul actionnaire. D'accord. Et alors, en préparant ça aussi, tu m'as dit que tu m'as confirmé que tu disais toujours que les ports, c'est comme des hôtels. Pour moi, oui, c'est vrai. Les ports, c'est comme des hôtels. Quand tu rentres dans un hôtel, quelle est ta première impression ? C'est la façon dont tu es accueilli. Oui, c'est le service. Ouais. C'est le service, la façon dont tu es... Ouais. Dans un port, ça doit être exactement pareil. C'est la façon dont tu es accueilli. C'est le service qu'on te rend quand on amarre ton bateau. C'est le service qu'on te rend quand on te demande, tu dois être branché tout de suite au bon endroit avec l'électricité, avec l'eau, etc. Tu dois être à l'écoute
du capitaine du bateau pour savoir s'il a des besoins particuliers pour ses clients ou pour ses passagers, au moins, passagers ou pour son équipage, etc., etc. Donc c'est très important, c'est comme un hôtel et il faut que la place soit confortable, comme dans une chambre d'hôtel. Mais donc du coup, le fait, toi, d'avoir vécu sur des bateaux depuis tout petit, c'est comme si c'était une culture naturelle pour toi. C'est vrai. Comme tu disais avant, j'ai un peu grandi sur les bateaux, puisque déjà, à partir de l'âge de 6 mois, je vivais 6 mois par an sur notre bateau qu'on avait en Italie. Et après, j'ai toujours vécu sur les bateaux. Après, moi, personnellement, j'ai toujours eu des bateaux petits. Toujours. Tu navigues ou tu pilotes? Ça veut dire, tu as des bateaux à voile ou tu as des Malheureusement, bien que je suis fasciné par la voile, je ne suis pas un grand véliste, je ne connais pas grand-chose. C'est difficile. Hein. C'est difficile. Et puis, il faut beaucoup de temps pour avoir un bateau à voile. Malheureusement, j'ai toujours eu des bateaux à moteur. Mais j'ai toujours navigué. Parce que tu n'as jamais eu beaucoup de temps aussi. Parce que j'ai jamais eu beaucoup de temps. Parce que tu commences... Là, on parle des ports et c'est ta carrière maintenant, mais... il me semble qu'après la Suisse, donc tu fais ta maturité en Suisse, après la Suisse, tu pars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis. Et là, tu fais un master? Et là, je fais un bachelor en économie à Williams, dans le Massachusetts. Et après, tout de suite après, moi qui voulais faire tout à fait autre chose, je rentre dans l'entreprise familiale parce que mon père était déjà malade. Ouais. Et donc, je n'avais pas le choix. Pas le choix. J'ai pas eu le choix. Et tu aurais... Alors, c'est une question qui n'a pas vocation à te donner des regrets, mais tu aurais voulu faire quoi? Alors, moi, à l'époque, j'étais très attiré par la finance. Et surtout, j'étais très attiré par la partie M&A de la finance, Mergers and Acquisitions. Et c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et j'avais reçu des offres de quelques banques quand je sortais qui sont venus me faire des interviews quand j'étais en dernière année d'université, mais bon, mon père étant malade, j'ai pas eu le courage de dire non, je viens pas vous aider, et donc voilà, j'ai pas fait. Je ne le regrette pas parce qu'après j'ai passé 20 ans à développer la compagnie et après à la vendre, et ces 20 années ont été exceptionnelles. J'ai appris énormément, ça a été une expérience fantastique, mais bon, c'est vrai que j'ai pas eu le choix, et c'est pour ça que si j'ai une chose que j'ai toujours voulu faire, c'est pour mes enfants, c'est toujours de leur donner le choix et de ne jamais leur imposer. C'est la question que j'allais te poser, c'est est-ce que toi aujourd'hui tu te dis c'est bien que finalement je n'ai pas, parce qu'avoir une entreprise familiale, c'est à la fois une vraie richesse et une grosse contrainte, enfin en tout cas une grosse obligation, c'est ce que tu nous expliques. Tu dis au bout d'un moment on n'a pas le choix parce qu'on peut pas laisser l'entreprise familiale, donc et donc peut-être aujourd'hui pour toi c'est une satisfaction que tes enfants puissent avoir le choix, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font? Alors mes 2 grandes filles habitent à Londres et travaille dans une grosse entreprise de marketing digital. Et donc c'est une manager dans cette entreprise. Elle a toute une série de clients en dessous. Alors que la plus petite, elle travaille dans une société de produits cosmétiques pour teenagers. Et c'est les marketing managers de. Sont toutes les deux dans l'air du temps. Hein. Le digital et le cosmétique pour teenagers, c'est. Tout est dans l'air du temps. C'est le flow actuel, quoi. Absolument. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Et lui vient de se lauréer de la Bocconi à Milan. Ouais. Et là, il a commencé un master de 2 ans à la Bocconi, un master en management, mais lui veut se spécialiser dans le management du sport. Ah. Donc, mais parce qu'il est sportif aussi. Parce qu'il est sportif, oui. Oui, sportif. On arrive au sport, parce que tu disais, j'ai pas beaucoup de temps. Tu as quand même eu le temps de te concentrer à une fédération qui, pour Monaco, est quand même un atout aussi, c'est la fédération de ski nautique. Absolument. Ça, c'est ma grande passion, ça a toujours été ma passion depuis toujours. Et quand j'ai eu le privilège de devenir monégasque en 2008, si je voulais continuer à faire mes compétitions, à participer aux championnats d'Europe, il fallait une fédération. Et donc j'ai créé la fédération monégasque de ski nautique. Et lui, il fait du ski nautique. Il est champion. Il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Parce que le ski nautique, alors là pour le coup, le ski nautique à Monaco,
le plan d'eau n'est pas tout à fait adapté. Hein. On sait qu'il n'est jamais très très calme. Pour faire du ski nautique, il faut quand même un plan d'eau. Il faut plus qu'une mer, il faut un lac. Il faut un lac, il faut un plan d'eau. En mer, c'est pas possible. En mer, c'est pas possible. Pas possible. Et donc, nous avons eu la chance, on a trouvé ce lac qui est pas très loin, qui est à 1 heure d'ici, à Roquebrune-sur-Argence, qui est un lac qui a été créé pour le ski nautique, donc qui a été construit pour le ski nautique, qui était exploité avant par la Fédération française, qui l'a après un peu abandonné. Enfin, on a eu un peu des déboires avec la Fédération française, mais maintenant tout va très bien. Et nous l'avons repris en 2014, nous l'avons remis en état. Je ne remercierai jamais autant le prince Albert pour le soutien qu'il nous a donné, puisqu'il nous a permis de financer en partie les travaux de remise en état. Et donc nous sommes les exploitants de ce lac, en tout cas jusqu'en 2031. On a un bail jusqu'en 2031. C'est bien ça. Ouais. Ça assure pour tous les jeunes de Monaco et monégasques qui veulent faire du ski nautique et qui veulent en faire comme leur sport, ça leur garantit le fait qu'il y ait des installations et qu'ils puissent le faire. Quoi. Absolument, absolument. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a eu pas beaucoup d'adhérents, et c'est mon plus grand regret, puisque je n'ai pas assez de temps, malheureusement. Mais maintenant, je me suis vraiment... C'est une des résolutions. Une des résolutions pour 2024. Ah. J'en ai aussi parlé avec Isabelle Bonal. Je veux essayer de pouvoir faire entre guillemets, du démarchage dans les écoles. Je veux aller dans les écoles, faire des présentations, expliquer aux enfants qu'est-ce qu'est le ski nautique, comment est le ski nautique, et essayer d'organiser. Ça, je peux le faire, bien sûr, en coopération avec le Yacht Club, avec la mairie, d'organiser des journées découvertes les mercredis après-midi pour amener 8, 10, 15 enfants dans un minibus, les amener à Roquebrune-sur-Argence, leur faire essayer pour voir s'il y a quelqu'un qui s'accroche. On a dans la tête que le ski nautique, c'est dur. Parce qu'il faut sortir de l'eau, parce que c'est très physique, parce que... Essayer le ski nautique, sortir de l'eau sur 2 skis, c'est pas dur, c'est très facile. Ça, c'est facile. Ce qui est très dur, c'est après. Quand t'es sorti. Quand tu es tracté, alors. C'est après. C'est plus être sur 2 skis, c'est être sur un ski, sur un monoski, et arriver à passer le slalom, ou arriver à faire des figures, ou arriver à sauter. Là, ça commence à devenir dur. Est-ce que quand on fait du ski sur la neige, on a des sensations qui ressemblent ou pas du tout? Absolument. On est très avantagé. Ouais. On est très avantagé. C'est quoi? C'est du carving, en fait? C'est du carving. Il y a beaucoup de mouvements de ski nautique, en tout cas en slalom, qui ont été pris par le ski de neige. D'accord. Et les skis ont beaucoup été construits de cette façon. Oui, ils ont eu la tendance à s'élargir un peu. De cette façon où on utilise plutôt un déhanchement de hanche dans les tournants pour tourner le plus efficacement possible. Ah, d'accord. Ouais. Bon, alors, du coup, tu me dis que essayer de faire du ski nautique, c'est souvent l'adopter, quoi. Il faut se lancer. Il faut se lancer. Il faut se lancer. On a toute une équipe en place au lac de Roquebrune-sur-Argence pour faire ça. Et ton fils, il démarre comment? C'est toi qui le mets sur les skis? Alors mon fils, c'est drôle parce que quand il était tout petit, il venait toujours, il était dans les bras de sa mère, dans le bateau de ski quand moi je faisais du ski. Et quand il a commencé un peu à réaliser ce que c'était, vers l'âge de 3-4 ans, il nous a dit moi j'aime bien être dans le bateau, mais je ne ferai jamais de ski nautique. Il dit ok, parfait, je ne peux pas faire c'est ton choix. C'est ton choix, il n'y a aucun souci. Et puis un jour, il avait 6 ou 7 ans, on était en Floride, et moi je m'entraînais en Floride, et on était dans un endroit où il y avait beaucoup d'autres enfants de son âge qui faisaient du ski, et qui étaient entraînés par un ami à moi. Et là, après 2 jours, il me regarde et me dit papa, j'aimerais essayer, je voudrais faire du ski nautique. Et moi j'ai dit non, tu m'as dit que tu ferais jamais du ski nautique, donc tu n'en feras pas. Et donc, je l'ai laissé attendre encore 2 jours. Avant de dire oui. Pendant 48 heures, après je lui ai dit allez, oui, vas-y. Et puis bon, c'est devenu un monstre, donc très heureux. Comme quoi. Très heureux. Comme quoi. Est-ce que tu crois au destin? Parce que de ce qu'on discute, il y a beaucoup de destin dans la vie de Aleko quand même. Hein, oui, non, je crois au destin. Il y a beaucoup de signes de destin. Hein. Je crois au destin. La question que je voulais te poser aussi, c'est tu me dis, il est à la Bocconi, ça veut dire que tes enfants, ils parlent italien? Lui parle italien. Lui parle italien. Mes filles sont moins douées pour les langues que lui. Lui parle déjà 4 langues, italien, anglais, français et grec. Un peu comme toi.
Oui, une de moins que moi. Moi, je parle aussi espagnol. Et mes filles... Tu vois, tu avais dit mon père 6, alors toi c'est 5. Hein. Tu sais pas. Et mes filles, non, sont parfaitement bilingues. Elles sont anglais-français. Ma petite, elle comprend un peu l'italien. Elle se débrouille en italien. Ça veut dire qu'à la maison, on parlait quelle langue chez les Keoseoglou? On parlait malheureusement un peu de tout. On parle anglais, on parle français. Moi, j'ai eu beaucoup de mal dans ma jeunesse de ne pas parler grec. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'à chaque fois que j'allais en Grèce, je me sentais vraiment lost. Moi, j'ai appris le grec à l'âge de 30 ans, par nécessité. Et donc, en tout cas avec notre fils, puisque mon épouse est grecque, on s'est dit on va pas lui infliger la même chose. Donc, elle a fait un grand effort, elle lui a toujours parlé en grec. Depuis qu'il est tout petit. Et donc, lui a toujours assimilé le grec. Et après, il a parlé naturellement. Après, on lui a fait faire des leçons quand il était au collège en Suisse. Et donc, il parle grec très bien. Mais il parle aussi italien très bien. Donc, voilà. Bon, c'est toujours... tu dis, je l'ai appris à 30 ans par nécessité. Tu veux dire que quand tu arrives pour reprendre la compagnie, ou en tout cas pour aider ton père qui est sur le déclin, il faut parler grec? Alors, quand mon père est mort, mon frère aîné était encore à la tête de la société. Et donc, lui il était italien, donc lui parlait un tout petit peu grec, mais pas trop. Moi, je parlais un tout petit peu, mais pas trop. Mais après, malheureusement, c'est quand mon frère décède que je me retrouve, moi, à la tête de la compagnie. Tu te retrouves patriarche assez vite, toi? Je me retrouve patriarche assez vite, oui. Parce que si tu as 30 ans, c'est jeune pour être un patriarche. Hein. Ouais. Et là, je me rends compte que la Grèce étant quand même un pays très fier, si tu ne parles pas grec, tu n'es pas respecté. Surtout quand tu as un nom grec. Surtout quand tu as un nom grec. Et donc, là, à l'époque, il n'y avait pas encore le email et tout ça, ça n'existait pas. C'était par fax. Donc moi, j'envoie un fax à tous les bureaux, j'envoie un fax à tous les bateaux. Et je dis à tout le monde, maintenant, dorénavant, vous ne me parlez qu'en grec. Donc on parle de 3000 personnes quand même qu'on avait à l'époque. Et ils écrivent en grec? Ils écrivent en grec. Donc ça veut dire que tu as appris l'alphabet, parce que parler grec et l'écrire, c'est encore autre chose. L'écrire, c'est encore autre chose. Moi, je voulais déjà parler, j'étais content de parler. Oui. Alors effectivement, j'en ai bavé pendant 6 mois parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et puis petit à petit, ça rentre. Et après 6 mois, je commençais un peu à parler. Et après, aujourd'hui, je le parle pas parfaitement, je fais encore des erreurs, mais en tout cas, je le parle, je peux très bien me faire comprendre. Tu peux faire une conversation, quoi. Absolument. Parce que est-ce que tu as eu l'impression, et j'insiste un peu là-dessus, est-ce que tu as eu l'impression que ça a complété ton image de tes origines, le fait d'arriver à parler grec? Oui, ça a été un grand soulagement d'arriver à parler grec. Ça a bouclé un cercle. Ça a bouclé un cercle. Parce que Aleko, c'est italien. Aleko, non, c'est le diminutif grec de Alexandre. D'Alexandre, d'accord. D'Alexandre. Donc ton nom c'est Alexandre. Mon nom, c'est Alexandre. Mais comme on avait tous des diminutifs à la maison, mon père s'appelait Haralambos, on l'appelait Bambo en Italie. Ma mère, c'était Isabella, on l'appelait Ida. Ma sœur, c'était... C'est très grec, hein? Daniela, on l'appelle Coca. Mon frère, c'était Maurizio, on l'appelait Pilli. Donc, on avait tous des diminutifs. Et donc, Alexandre. Et toi, c'est Aleko. Voilà. Mais c'est très grec aussi, hein, oui, c'est très grec. De donner des diminutifs. Hein. On n'appelle pas les Grecs par leur prénom. C'est vrai. Ils ont tous Alors, ce sont tous les mêmes diminutifs, si je comprends bien. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Dimitri, il a toujours le même diminutif, mais ils ont tous des diminutifs. On les appelle pas par leur prénom, quoi. C'est vrai, tu as tout à fait raison. Ah, oui. Tu connais bien. Bon, je connais bien, moi, comme je pense que comme 85% des gens qui aiment la Méditerranée, la mer, j'aime la Grèce parce que les Cyclades, mais pas que, hein, parce que la Grèce, c'est ce que j'allais te dire quand tu me dis ça a bouclé un cercle. La Grèce, c'est aussi un patrimoine, une histoire, c'est des racines, et puis c'est aussi un mode de vie. On parlait de la mer au début, quand tu dis j'ai vécu sur un bateau, c'est pas un hasard si un papa grec te fait vivre sur un bateau quand même. Tout à fait. Donc voilà, c'est le fait que ton fils fasse du ski nautique. Alors tu vas me dire c'est un raccourci, mais ça poursuit cette tradition de rester sur les bateaux quand même, parce que lui, il va pas travailler dans ce milieu-là. Non, j'espère pas. J'espère pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous à gagner. Mais c'est vrai, donc ça lui a permis d'abord de
de comprendre un bateau. Alors, naturellement, il est devenu très bon pilote, parce qu'il pilote aussi dans des compétitions internationales. Et le fait, un pilote qui est aussi skieur a beaucoup plus de sensibilité qu'un pilote qui n'est pas skieur. Et donc, comme lui aussi, on l'a fait vivre sur des bateaux depuis tout petit, il adore les bateaux, il a la même passion que moi, on en parle souvent ensemble. Et donc ça me fait très plaisir parce que c'est une joie qu'il aura en plus dans la vie. Alors, c'est un très bon skieur, il a participé à des championnats d'Europe, à des championnats du monde, des catégories juniors, moins de 17 ans, moins de 21 ans. Aujourd'hui, il est en catégorie européenne. Moi, je veux pas qu'il devienne champion du monde, c'est pas ça le but. Mais je veux qu'il s'investisse à fond dans ça pour aller le plus loin possible. Parce que le sport, c'est une école de vie, et parce que le fait de côtoyer des gens de tout milieu qui partagent cette même passion dans une compétition, c'est tout ce qu'il y a de plus beau. Et c'est là où tu apprends le plus. Donc je pense que comme école de vie, il n'y a pas mieux. Et d'ailleurs, tu disais, je ne regrette pas, j'ai fait mes 20 ans au sein de l'entreprise familiale, et j'ai beaucoup appris, etc. Parce que ça aussi, ça a dû être une école de vie incroyable. Est-ce que tu es devenu un patron sévère, exigeant, compréhensif? Comment tu te définis? Alors, j'ai toujours été un patron compréhensif, mais sévère dans le sens que j'exigeais des résultats. Exigeant, oui. Donc, après, tu ne peux pas arriver à faire fleurir une entreprise si tu ne travailles pas l'esprit d'équipe. Un homme tout seul ne peut rien faire s'il n'a pas une bonne équipe en dessous de lui. Et donc, le rôle principal d'un patron, je crois, c'est de choisir les bons collaborateurs, choisir une bonne équipe. J'ai eu de la chance parce que j'ai été entouré de ma famille aussi, parce que je travaillais avec ma mère et avec ma sœur avant que mon frère décède. Et donc ensemble, on est arrivé à faire vraiment des belles choses avec la compagnie. Dans la Société des Ports, j'ai eu aussi de la chance parce que j'ai pu choisir les gens que je voulais. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai des équipes formidables qui sont sous moi. Et donc on travaille vraiment en équipe. Et j'espère on travaille avec une seule voix, dans le sens que quand on se met dans une salle de réunion et qu'on discute, on peut avoir des idées différentes, on peut se confronter, on peut se dire les choses en face, mais quand on sort de cette salle de réunion, on n'a qu'une voix et on n'a qu'une parole. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi la tradition. On a cette image des grands capitaines d'industrie des années 70-80 qui aussi accordaient avec la parole. Il y a une différence dans le droit. On dit toujours que le droit maritime, c'est un droit qui est sur la parole aussi. Donc peut-être que ça aussi, c'est une chose qui te guide. C'est vrai. Et pour moi, les paroles sont bien plus importantes. Les paroles et une poignée de main sont bien plus importantes de ce qu'on peut écrire sur un bout de papier. Tu as fait des contrats comme ça? Oui, absolument. Et ça, c'est quelque chose que mon père m'a appris. Et donc, c'était très important. La parole, ta réputation est la chose la plus importante du monde. Ah oui. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant? Si on devait, si tu devais me dire, là, ce que j'aimerais pour les années qui viennent, c'est ça. Alors, moi, j'ai fait une promesse au prince Albert, c'est que je lui ai promis de lui livrer le port de Cap-d'Aille. Ah oui. Il nous en manque un qui est très important. Oui, parce celui-là, il est vraiment à nos portes. C'est le plus difficile, parce qu'on a affaire avec un autre État, avec l'administration française. On doit suivre les règles, bien sûr, de l'administration française. C'est quoi, c'est des appels d'offres, les ports? Alors, le port de Cap-d'Aille, la concession du port de Cap-d'Aille se termine en 2027. Ouais. Et donc, il y aura le concédant et la métropole de Nice. Et donc, la métropole de Nice commencera, je pense, un appel d'offres vers la fin, au courant de l'année 25, pour avoir probablement une décision d'attribution en 26. Décision d'exploitation. Décision d'exploitation. On aura une concession. Celui qui gagne aura une concession pendant 35, 40, 45 ans. On ne sait pas encore. Ça dépendra des investissements qui seront faits.
Mais c'est très important. Pour moi, c'est vraiment un but ultime. J'y tiens beaucoup. On y travaille beaucoup dès maintenant pour essayer de trouver la meilleure façon de répondre à cet appel d'offres. Et parce que là, on fait ça en équipe aussi, j'imagine. Là, on fait ça en équipe. Et puis, tant que l'appel d'offres n'est pas sorti, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Ouais. Mais donc aujourd'hui, on travaille à plusieurs possibilités. On essaie d'utiliser les atouts de Monaco pour intégrer dans un futur port de Cap d'Aille tout ce que Monaco nous a appris en termes d'environnement, en termes d'électricité, en termes de mobilité, de confort, etc. Donc j'espère... Et de service, tu as dit que la priorité c'était le service. Absolument. Et j'espère qu'on arrivera à remporter cet appel d'offres qui est très important. Bah écoute, nous on le souhaite aussi, hein. Et puis, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à toi, c'était vraiment très agréable. Ouais, on a appris plein de choses. Merci, Aliko. Merci.